Pour David Lisnard. Bonjour. Alors, le président de la République continue sa tournée. Il était hier en déplacement dans le Jura et dans le Doubs. Il dit vouloir l'apaisement et il tend aussi la main aux élus locaux. Alors, est-ce que les maires seront au rendez-vous ? Les maires sont toujours au rendez-vous du travail et de la République. Les maires de France, par vocation, sont des habitants parmi les habitants dévoués au service local. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas passer notre vie à commenter une succession de séquences, un storytelling présidentiel. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une politique publique claire, c'est de retrouver la performance de l'État, c'est de retrouver un sens à la société et c'est de retrouver pour la France une espérance. Aujourd'hui, l'enjeu est là. Est-ce que c'est un président qui est proche de vos préoccupations d'élus locaux ? Que vous dire Emmanuel Macron, il y a des choses bien, des choses moins bien, mais au pouvoir depuis presque 10 ans maintenant, entre sa période François Hollande et son quinquennat, et on en arrive toujours à avoir l'impression d'être en début de quinquennat avec des grandes annonces, et selon les circonstances, on nous annonce de la décentralisation, que l'on va travailler avec les élus locaux, mais tout ça est un peu démonétisé, pour une raison très simple, c'est que la réalité, qui n'est pas propre d'ailleurs à cette présidence, qui est une réalité depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a une recentralisation du pouvoir, il y a une bureaucratie croissante, nous sommes face à des injonctions contradictoires. Un jour, on vous dira il faut réaliser 300 logements sociaux, et puis le même jour, on vous dira vous n'avez plus le droit d'utiliser le foncier et les terrains. On nous annonce, le président, un grand plan, parce qu'il y a toujours des grands plans, si vous voulez, des grands plans avec l'argent des autres en principe, mais un grand plan pour la rénovation énergétique des écoles. C'est ce qu'il a annoncé effectivement au début de semaine. Mais parallèlement, on vous dit qu'il faut que les mairies réduisent leurs dépenses, alors que les mairies ont toujours des budgets à l'équilibre, même les plus mal gérés. C'est une obligation légale, contrairement à l'État qui est surendetté, et c'est une compétence des mairies. Donc, par exemple, ce plan de rénovation, vous dites, OK, on va travailler ensemble, on va rénover toutes les écoles de France sur le plan thermique ? Si je puis me permettre, je pense que les écoles de France, certaines sont en mauvais état, d'autres sont en très bon état, elles sont plutôt en bon état, sauf exception. Elles sont en meilleur état que les ministères, d'ailleurs, sur le plan thermique ou énergétique. Mais on ne peut pas d'un côté dire, puisque c'est une dépense exclusive des mairies, c'est une compétence des mairies, vous devez dépenser là, c'est-à-dire qu'on annonce au plan national un plan qui engage la dépense des autres, tout en privant de recettes, puisqu'il y a les communes ont été privées de recettes, notamment fiscales, et avec un pays qui augmente ses prélèvements. Vous comprenez l'équation. Est-ce que vous connaissez le nombre de pages de la nouvelle notice technique thermique des écoles ? Combien de pages ? 1800 pages. Donc on est gangréné par la bureaucratie, comme en entreprise, moi j'ai vécu ça en entreprise, comme dans nos vies quotidiennes, de plus en plus de bureaucratie, de plus en plus de schémas directeurs. Et alors dans les 100 jours à venir qui sont annoncés par le président de la République et par Elisabeth Borne, vous, qu'est-ce que vous en attendez ? Cette feuille de route, elle vous convient ou en tant qu'élu local, vous attendez quelque chose de particulier ou pas du tout ? Comment vous dire ? Je ne veux pas apparaître toujours dans la critique, etc. Nous, ce que l'on souhaite en tant qu'élu local, c'est qu'on sorte de l'infantilisation et de la tutélisation. On est des adultes, comme tous les Français. On veut rendre des comptes aux habitants. Et donc, on veut en finir avec ces postures qui consistent de temps en temps à nous flatter, de temps en temps à annoncer des objectifs nationaux qui sont en fait du seul ressort des élus locaux. Nous voulons pouvoir travailler. Alors, il y a des concepts qui sont évoqués en ce moment, qui sont assez techno d'ailleurs, comme la différenciation, la dérogation. Ça paraît intéressant, ça part d'une bonne intention. Elisabeth Borne l'a redit d'ailleurs ici hier matin, il faut adapter aux réalités locales. Je ne fais aucun procès d'intention à la Première ministre, qui est une personne respectable et qui manifestement est loyale à son président et veut servir le pays. Mais je pense que la matrice, le conformisme intellectuel est technocratique. Cette différenciation, c'est ce qu'on vous propose quand vous n'avez plus le pouvoir de décision. Nous, ce que l'on souhaite, c'est être responsable, rendre des comptes. On est mandaté par des habitants. Et vous savez, c'est très important parce que la différence entre la grandiloquence des mots et l'impuissance des actes, cette succession de séquences théâtrales qui fait de la politique nationale une sorte de théâtre d'ombre, l'impuissance publique. Pour vous, il y a une crise démocratique, comme le dit Laurent Berger ? Oui, je crois qu'il y a, parce que démocratique, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple se sent de moins en moins impliqué dans la vie politique. Les politiques eux-mêmes dénigrent le système en permanence, en créant du doute. On ajoute les procédures au nom de la transparence, qui est nécessaire, parce qu'il faut sanctionner les gens qui trichent. Mais on ajoute les entraves, comme on doutait de nous-mêmes. Le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise démocratique. Et surtout, il y a une crise de l'exercice du pouvoir. On le voit à Mayotte, où on nous annonce il y a une opération qu'il faut soutenir, mais qui n'était pas préparée. On le voit face à la délinquance. On voit que les comptes publics se dégradent de façon inexorable. Alors vous parlez justement de Mayotte. Vous parlez de Mayotte et de la question, c'est la question de l'immigration qui est importante. Justement, sur ce plateau hier matin avec Thomas Soto, la Première ministre, qui a reporté le projet de loi immigration pour l'instant à l'automne, faute de majorité, dit-elle, appelle les Républicains à construire un consensus. Est-ce que vous dites, OK, les Républicains, nous devons construire un consensus
avec le gouvernement sur l'immigration. Moi, je ne suis pas en position de parler au nom des Républicains. Vous êtes aussi maire LR. Mais tout à fait. Et puis, je fais partie de cette famille politique. Mais il y a un peu de posture politique. Je voulais dire tout à l'heure que l'impuissance publique, c'est ce qui alimente la crise civique, qui se traduit par les violences sur les élus, par le dénigrement sur les réseaux sociaux, par l'abstention record, par la désespérance des jeunes, par le sentiment de déclassement qui est une réalité. Mais sur l'immigration, les Républicains doivent travailler avec le gouvernement. Tout ça est une posture. On est passé en quelques semaines d'annonces martiales sur une grande loi sur l'immigration, la 23e en 40 ans, qui aurait été inutile, qui en fait était une forme de régularisation des clandestins qui travaillent. Et puis ensuite, on nous a dit qu'il y aurait des petites lois. Puis ensuite, on nous a dit qu'il n'y aura plus de loi. Et puis on nous a annoncé encore il y a 3 jours qu'il y aurait une grande loi sur l'immigration. Et puis hier ou avant-hier qu'il n'y aurait plus de loi sur l'immigration. En disant c'est les Républicains qui ne pourraient pas assumer leur rôle. La réponse a été très claire d'ailleurs d'Éric Ciotti, d'Olivier Marleix et de Bruno Retailleau. A été de dire nous avons un projet qui concerne ce que l'on peut encore proposer sur du législatif radical pour en finir, pour couper le robinet de l'immigration qui est une exigence aujourd'hui pour assurer la cohésion de la société française et sa prospérité et chiche quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors David Lisnard, on parle justement des Républicains, ça me donne l'occasion de vous poser 3 questions courtes, 3 réponses courtes. Concrètement, ce que vous me dites sur l'immigration, ça veut dire que les Républicains, pour vous, ne doivent pas passer d'accord de gouvernement avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ? Moi, je pense que face à la crise démocratique et civique grave, nous devons proposer une alternative puissante, crédible et raisonnable. Et pour cela, il ne faut pas se fourvoyer avec un pouvoir dont la façon de gouverner conduit à l'échec. Et un Premier ministre qui viendrait des Républicains, Gérard Larcher, pour ne pas le citer, ça ne changerait rien pour vous ? Moi, ça ne change rien pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et je ne suis pas sûr qu'elle fonctionnerait parce que, en fait, la réalité, c'est que la Macronie est un archipel aujourd'hui, très divisé, d'une part. Et d'autre part, parce que le président de la République est habitué à tout centrer sur lui et que le problème, plus que son manque de majorité, c'est son manque de projet, c'est son manque de souffle, de vision pour le pays. Notre pays a tout pour rebondir, mais aujourd'hui, notre pays est en effondrement sur ses comptes publics, des bombes à retardement, à fragmentation, que le quoi qu'il en coûte, qui vont nous pénaliser. Nous dépensons plus que ce que nous produisons, qui est la base de tout le problème de la prospérité du pays. Et il faudra donc un vrai plan de redressement de la France. Dernière question sur les Républicains. Est-ce que vous êtes favorable au maintien d'une primaire pour choisir le candidat en 2027 ? Éric Ciotti veut supprimer la primaire. Ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir un mode de sélection qui soit suffisamment tôt. La dernière fois, c'était trop tard. Pour préparer la candidate ou le candidat qui sera retenu. Donc avec un choix des militants ou des sympathisants ? Le plus large possible. Parce que là aussi, attention aux erreurs de jugement. Ce qui avait flingué, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, la démarche de François Fillon, ce n'était pas la primaire. C'est ensuite toute la violence médiatique et les affaires qu'il a eues sur lui. Vous seriez candidat à une primaire à l'élection présidentielle ? Mais enfin, à 4 ans d'une présidence, ce n'est pas la langue de bois. Ce serait à la fois d'une prétention et d'une inconsistance et d'une inconséquence que de répondre à cela. Mais vous vous préparez à cela ? J'essaie de monter en capacité, mais pas moi, pour qu'on crée une épopée positive. L'enjeu, c'est de recréer une espérance éducative, avec votre mouvement, une espérance sécuritaire, une espérance scientifique, une espérance industrielle avec mon mouvement Nouvelle Énergie. Alors justement, dans les thèmes que vous abordez beaucoup, il y a la question de l'éducation. Oui. Il y a quelques semaines, il y a une déclaration du ministre de quelques jours, tout seulement une déclaration du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui a fait beaucoup réagir, notamment à droite. Il appelle l'enseignement privé à prendre davantage d'engagement en matière de mixité sociale. Ça a fait bondir, mais est-ce qu'il n'a pas raison quand même ? Non, parce que c'est une façon de détourner le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'échec de l'école publique, malgré le dévouement des enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui ont une vocation très prononcée. Il y a beaucoup de changements dans les mentalités dans l'éducation nationale. L'égalitarisme, alors je sais que c'est contre-intuitif ce que je dis, mais l'égalitarisme, la carte scolaire, a flingué le mérite républicain. Alors, il faut faire quoi ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, il faut en finir, à mon sens, c'est moi qui, à titre personnel, avec la carte scolaire, qui assigne à résidence identitaire et sociale. C'est les mêmes gamins qui ont des difficultés sociales par le milieu ou identitaire, notamment qui viennent de l'immigration, ils sont dans les mêmes classes, dans certains centres-villes et dans certains quartiers. Qu'est-ce qu'il faut changer d'autre ? Donc ensuite, il faut permettre aux parents d'être informés du niveau des établissements et pouvoir choisir librement les établissements. Et ensuite, le financement public doit suivre le choix des parents. Et pour les enseignants ? Et ensuite, il faut que les enseignants aient la capacité, la liberté de choisir leurs établissements. Il faut que les chefs d'établissement aient la liberté de choisir leurs enseignants. Et on va créer de l'émulation, on va créer de la performance. Il faut créer un corps d'élite pour des établissements publics qui doivent être des établissements d'élite, avec des internats d'excellence sur tout le territoire. Des corps et des établissements
établissements d'élite et des établissements ghetto où personne n'ira. Mais parce que, parce que là où ça s'est pratiqué, ce que je vous dis, ça fonctionne. En Finlande, ça fonctionne. En Suisse, ça commence à fonctionner. En Italie, en Allemagne, qui avait un système éducatif qui était déplorable. Donc il faut qu'on sorte de nos contre-intuitions, quoi, et qu'on crée une école publique puissante et une liberté de choix sur la performance. C'est vraiment majeur, parce que le déclassement éducatif, c'est un immense gâchis pour la nation. C'est une immense désespérance pour les familles, notamment populaires. Et c'est une insulte à l'avenir. Il faut arrêter de croire que le peuple veut être assujetti à un guichet. Les classes populaires veulent pouvoir s'émanciper du respect de la dignité. Et tout commence par une école au service du peuple. Merci beaucoup David Merci Lisnard d'être venu ce matin dans Les 4 vérités sur Télématin.